Chapitre 1. La cité. À travers le royaume des montagnes court une ancienne piste commerciale qui ne dessert plus aucune ville actuelle. On trouve des portions de cette voie d'autrefois jusque dans le sud-est, aux rives du lac Bleu. Elle ne porte pas de nom. Nul ne se rappelle qui l'a tracée, et rares sont ceux qui en empruntent les parties encore intactes. Par endroits, l'éclatement dû au gel commun dans les montagnes a peu à peu dégradé la route. En d'autres, les crues et les glissements de terrain l'ont réduite en pierrier. De loin en loin, un jeune montagnard aventureux entreprend de la remonter jusqu'à son origine. Ceux qui en reviennent rapportent d'extraordinaires histoires de cités en ruine et de vallées envahies de vapeurs où fument des étangs sulfureux. Ils parlent aussi de la nature inhospitalière du territoire que traverse la route. On y trouve guère de gibier, disent-ils, et nulle archive ne mentionne que quiconque ait jamais eu envie de chercher avec insistance où elle prenait fin. Je tombai à genoux sur la rue enneigée. Puis, je me relevai lentement tout en m'efforçant de rassembler mes souvenirs. M'étais-je enivré? La nausée, la tête qui tournait correspondaient à l'ivresse, mais pas la cité silencieuse au lustre sombre où je me trouvais. Je promenais mes regards alentour. J'étais sur une place, à l'ombre d'une espèce de monument de pierre. Je battis des paupières, fermai étroitement les yeux, puis les rouvris. La lumière nébuleuse continuait de brouiller ma vue. J'y voyais à peine à la distance de ma main tendue. En vain, j'attendis que mes yeux s'habituent à la vague clarté des étoiles. En revanche, je me mis à frissonner de froid, et j'entrepris de déambuler sans bruit par les rues vides. Ma prudence naturelle me revint rapidement, suivie du souvenir indistinct de mes compagnons, de la tente, de la route tranchée nette. Mais entre ces images brumeuses et le fait de me retrouver dans cette rue, il n'y avait rien. Je me retournai pour voir le chemin que j'avais suivi, mais l'obscurité avait tout englouti autour de moi. Même les traces de mes pas étaient peu à peu comblées par les flocons humides qui tombaient lentement. Je clignai les yeux pour chasser la neige de mes cils et scrutai les alentours. Des murs luisants d'humidité se dressaient de part et d'autre de la rue. La lumière qui éclairait la Seine demeurait pour moi un mystère. Elle ne possédait pas de source et elle était partout insuffisante. Il n'y avait nulle part d'ombre profonde, ni de ruelles ténébreuses, mais je n'arrivais pas à voir vers où j'allais. La taille et le style des bâtiments, la destination des rues demeuraient une énigme. Je sentis l'affolement me gagner, et je le repoussai. Mes sensations présentes me rappelaient trop vivement la façon dont j'avais été abusé par l'art dans le château de Royal. Je n'osais pas l'utiliser de crainte de percevoir la trace infecte de Guillaume dans la cité. Cependant, si j'avançais à l'aveuglette en espérant ne pas être l'objet d'une manœuvre, je risquais de tomber dans un piège. Je fis donc halte à l'abri d'un mur, et m'efforçai de me ressaisir. J'essayai encore une fois de me rappeler comment j'étais arrivé là. Depuis combien de temps j'avais quitté mes compagnons, et pourquoi. Mais rien ne me vint. Je tendis mon vif dans l'espoir de trouver œil de nuit, mais ne perçus rien de vivant. N'y avait-il vraiment aucune créature dans les environs, ou mon sens du vif me faisait-il à nouveau défaut? Je n'en savais rien. Quand je tendais l'oreille, je n'entendais que le vent. Mon odorat ne m'indiquait que la pierre mouillée, la neige fraîche, et quelque part peut-être une rivière. L'affolement m'envahit de nouveau, et je me radossai au mur. Tout d'un coup, la ville s'anima autour de moi. Je m'aperçus que je me trouvais contre le mur d'une auberge, dont s'échappaient les sons d'une sorte de fifre, et des voix qui entonnaient une chanson inconnue. Un chariot me rasa dans un grondement de tonnerre, puis un jeune couple passa devant l'entrée de la ruelle en courant, main dans la main, riant aux éclats. La ville inconnue était plongée dans la nuit, mais elle ne dormait pas. Je levai les yeux vers les hauteurs extraordinaires de ces édifices, étrangement pointus, et je vis des lumières briller dans les étages supérieurs. Au loin, un homme appelait quelqu'un d'une voix forte. Mon cœur battait la chamade.
Que m'arrivait-il donc? Je rassemblai ma volonté et pris la résolution d'en apprendre le plus possible sur cette cité. J'attendis qu'un chariot chargé de tonnets de bière fût passé devant l'entrée de ma ruelle, puis je m'écartai du mur. Aussitôt, le silence retomba, et tout ne fut plus qu'obscurité luisante. Éteints les chants et les rires de la taverne, disparus les passants dans la rue. Je me risquai jusqu'à l'entrée de la ruelle et jetai un coup d'œil prudent à droite et à gauche. Rien. Rien que la neige humide qui tombait lentement. Au moins, me dis-je, le temps est plus clément ici que sur la route dessus. Même si je devais passer la nuit à l'extérieur, je ne souffrirais pas trop. J'errai quelque temps par la cité. À chaque carrefour, je prenais l'avenue la plus large, et finis par m'apercevoir que je descendais ainsi peu à peu. L'odeur de la rivière devenait de plus en plus forte. Je m'assis un moment au bord d'un vaste bassin circulaire qui avait peut-être contenu une fontaine ou servi à des lavandières. Aussitôt, la ville se réveilla. Un voyageur s'approcha pour faire boire son cheval à un abreuvoir à sec, si près que j'aurais pu le toucher. Il ne me remarqua pas, mais j'observai l'étrangeté de son habit et la curieuse facture de sa selle. Un groupe de femmes passa devant moi, bavardant et riant. Elles portaient de longs vêtements droits qui tombaient souplement de leurs épaules et voletaient autour de leurs mollets. Leurs cheveux blonds descendaient aux hanches, et leurs bottes sonnaient sur le pavé de la rue. Comme je me levai pour leur adresser la parole, elles disparurent, et la lumière avec elles. Par 2 fois encore, je ramenai la cité à la vie, avant de comprendre qu'il me suffisait pour cela de toucher un mur veiné de cristal. Je rassemblai tout mon courage et entrepris de me déplacer en laissant mes doigts frôler les parois des édifices. Aussitôt, la ville s'animait devant mes pas. Il faisait nuit, et la neige tombait toujours sans bruit, mais les chariots n'y laissaient nulle trace. J'entendis claquer des portes dont le bois s'était décomposé depuis longtemps, et je vis des gens franchir d'un pas léger une profonde rigole creusée dans une rue par quelque violente pluie d'orage. Il m'était difficile de ne voir en eux que des spectres, alors qu'ils échangeaient de joyeux saluts. C'était moi l'invisible, qui passais inaperçu parmi eux. Enfin, je parvins devant un large fleuve noir qui coulait doucement sous les étoiles. Plusieurs appontements immatériels s'y avançaient, et 2 immenses vaisseaux étaient ancrés dans le courant, le pont éclairé. Des muids et des balles de marchandises attendaient sur le quai d'être embarqués. Un attroupement s'était formé autour de quelques jeux de hasard, et l'honnêteté d'un des participants était hautement mise en doute. Ces gens n'étaient pas habillés comme les rats de rivière que l'on trouvait en serre, et leur langage était différent, mais, pour le reste, ils étaient manifestement de la même race. Soudain, une rixe éclata qui tourna à l'échauffourée générale, avant de s'éteindre vivement au coup de sifflet de la ronde de nuit. Les combattants s'égayant avant l'arrivée de la garde municipale. J'écartai ma main du mur et demeurai un moment sans bouger dans l'obscurité zébrée de neige, pendant que mes yeux s'habituaient au manque de lumière. Vaisseaux, quais, foule, tout avait disparu. Mais l'eau noire et silencieuse coulait toujours, fumant dans l'air glacé. Je m'en approchai et je sentis le pavage devenir de plus en plus accidenté sous mes pieds. Les crues avaient envahi la rue à plusieurs reprises, et nul n'avait réparé les dégâts. Je me retournai vers la ville pour en étudier la ligne, et je distinguai les silhouettes vagues de flèches et de murs écroulés. Encore une fois, je tendis mon esprit, et encore une fois, je ne perçus aucune vie. Je revins au fleuve. La configuration du terrain éveilla en moi un vague souvenir. Ce n'était pas exactement ici, je le savais, mais j'avais la certitude qu'il s'agissait du fleuve dans lequel j'avais vu Vérité plonger ses mains et ses bras et les ressortir chatoyants de magie. D'un pas circonspect, je m'avançai sur le pavage rompu jusqu'au bord du fleuve. Il avait l'aspect de l'eau. Il sentait l'eau. Je m'accroupis et réfléchis. J'avais entendu parler de mares de bitume recouvertes d'eau, et je savais que l'huile flotte sur l'eau.
Peut-être sous l'eau noire coulait-il un autre fleuve, un fleuve de pouvoir argenté. Peut-être plus loin en amont ou en aval se trouvait l'affluent d'art pur que j'avais vu dans ma vision. J'ôtais ma moufle et dénudais mon bras, puis je posai ma main à plat sur le courant. Je sentis son baiser glacé contre ma paume nue. Je tendis mes sens dans l'espoir de détecter la présence d'art sous la surface, mais en vain. Peut-être, cependant, si j'enfonçais mon bras dans le liquide, l'en retirerais-je brillant de pouvoir. Je me mis au défi de m'y risquer. Mon courage n'alla pas plus loin. Je n'étais pas vérité. Je connaissais la force de son art, et j'avais vu à quel point son immersion dans la magie avait éprouvé sa volonté. Je ne pouvais rivaliser avec lui. Il avait suivi la route d'art pendant que je... L'énigme me revint tout d'un coup. Quand avais-je quitté la route d'art et mes compagnons? Jamais, peut-être. Peut-être rêvais-je, tout simplement. Je me passai de l'eau glacée sur le visage. Rien ne changea. Je me griffais, mais cela ne prouvait rien. Qui savait si je n'étais pas capable de rêver la douleur? Je n'avais trouvé aucune réponse dans cette cité inconnue et morte. Rien que de nouvelles questions. Résolument, je me détournai et repris le chemin par lequel j'étais venu. J'y voyais mal et la neige comblait rapidement les traces que j'avais laissées. À contre-cœur, je collai mes doigts au mur le plus proche. Me serait plus facile de retrouver ma route ainsi, car la cité vivante offrait plus de points de repère que son cadavre. Cependant, tandis que je suivais à pas pressés les rues enneigées, je me demandais à quelle époque avaient vécu les gens de cette ville. Avais-je été témoin des événements d'une nuit vieille d'un siècle? Si j'étais arrivé une autre nuit, aurais-je assisté aux mêmes scènes ou à celles d'une autre nuit de l'histoire de la cité? Ces fantômes de gens se percevaient-ils comme vivants, et n'étais-je qu'une ombre froide et incongrue qui traversait subrepticement leur existence? Par un effort de volonté, je m'interdis de réfléchir davantage à des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Il me fallait retrouver le chemin par lequel j'étais venu. Peut-être mes souvenirs s'étaient-ils estompés, ou j'avais pris un mauvais embranchement. Le résultat fut le même. Je me retrouvais dans une rue que j'étais sûr de n'avoir jamais vue. J'effleurais du doigt la façade d'une rangée d'échoppes, toute barricadée pour la nuit. Je passais devant deux amoureux en train de s'étreindre sous un porche. Un chien fantôme me croisa sans m'adresser le plus petit reniflement inquisiteur. Malgré le temps relativement doux, je commençais à avoir froid, et la fatigue me gagnait. Je jetai un coup d'œil au ciel. Le matin n'allait plus tarder. Le jour aidant, peut-être pourrais-je monter dans les étages supérieurs d'un bâtiment afin d'observer la région alentour. Peut-être, à mon réveil, me rappellerai-je comment j'étais arrivé ici. Sans réfléchir, je me mis en quête d'une avancée de toit ou d'un abri, avant de m'apercevoir que rien ne m'empêchait d'entrer dans un des édifices. Pourtant, c'est avec un sentiment de gêne que je choisis une porte et la franchis. La main en contact avec un mur, je vis un intérieur mal éclairé. Des tables et des étagères étaient décorées de délicats objets en faïence et en verre. Un chat dormait près d'une cheminée dont on avait couvert les braises de cendres pour la nuit. Lorsque j'écartai les doigts du mur, tout devint froid et ténébreux. Je les replaquai donc à la paroi et faillis trébucher sur les vestiges d'une des tables. J'en ramassai les morceaux à tâtons, les portai jusqu'à l'âtre et, à force de persévérance, j'allumai un vrai feu, là où couvaient les braises fantômes. Quand il eut bien pris et que je pus me réchauffer à ses flammes, sa lumière vacillante me montra la pièce sous un jour nouveau. Les murs étaient nus et le sol jonché de débris. Disparus les beaux ornements de faïence et de verre, bien qu'il subsistât çà et là quelques morceaux d'étagères. Je rendis grâce à ma chance qu'elles eussent été en bon chêne, sans quoi le bois en eût pourri depuis longtemps. Je décidai d'étendre mon manteau sur le sol pour m'isoler du froid de la pierre, et j'espérais que mon feu me tiendrait assez chaud. Puis, je m'allongeai, fermai les yeux et m'efforçai de ne pas penser à des chats fantômes,
ni aux spectres qui occupaient les lits à l'étage supérieur. Je voulus dresser mes remparts d'art avant de dormir, mais cela revenait à essayer de se sécher les pieds debout dans une rivière. Plus je m'approchais du sommeil, plus j'avais du mal à me rappeler où se trouvaient mes frontières. Dans mon monde, qu'est-ce qui était de moi et qu'est-ce qui était des êtres que j'aimais? Je rêvais d'abord de Kétriken, d'Astérie, de Caudron et du fou qui errait çà et là, des torches à la main, tandis qu'œil de nuit ne cessait d'aller et venir en gémissant. Ce n'était pas un songe agréable, et je m'en détournais pour m'enfoncer davantage en moi-même. Du moins, le crus-je. Je reconnus la chaumière familière, la pièce simple, la table rustique, l'âtre bien rangé, le lit étroit à la couverture proprement bordée. Au lit, en chemise de nuit, était assise près de la cheminée et berçait Horty en fredonnant une chanson qui parlait d'étoiles et d'étoiles de mer. Pour ma part, je n'avais aucun souvenir de berceuse, et celle-ci me charmait autant qu'Horty. Les grands yeux de la petite ne quittaient pas le visage de Molly. Elle tenait l'index de sa mère dans son petit poing. Molly reprenait sans cesse la chanson, mais je ne sentais en elle nulle lassitude. J'aurais pu assister à cette scène un mois, une année durant, sans jamais m'ennuyer. Cependant, les paupières de l'enfant se fermèrent, puis se rouvrirent aussitôt. Elles se fermèrent une deuxième fois, plus lentement, et restèrent closes. Sa petite bouche fut une moue, comme si elle tétait dans son sommeil. Ses cheveux noirs commençaient à boucler. Molly se pencha pour effleurer des lèvres le front d'Horty. Elle se leva d'un mouvement où l'on sentait la fatigue et porta l'enfant à son lit. Elle ouvrit la couverture, déposa la petite, l'aborda, puis retourna auprès de la table pour souffler la bougie unique qui éclairait la pièce. À la lueur de l'âtre, je la vis se glisser doucement dans le lit près de l'enfant et tirer les couvertures sur elles deux. Elle ferma les yeux, poussa un soupir et ne bougea plus. Je reconnus l'épuisement dans son sommeil de plomb, et je me sentis soudain honteux. Cette existence dure, réduite à la stricte survie, ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour elle, et encore moins pour notre enfant. Sans Buriche, la vie serait encore plus rude pour elle. Je m'enfuis devant cette vision, en me promettant que leur situation s'arrangerait, que je m'en occuperais personnellement, dès que possible. Je pensais trouver la situation améliorée à mon retour, mais c'est trop beau pour être vrai, dans un sens. C'était la voix d'Imbre, penché sur une table dans une pièce qu'emplissait la pénombre. Il étudiait un manuscrit. Un chandelier éclairait son visage, et la carte déroulait devant lui. Il paraissait fatigué, mais de bonne humeur. Ses cheveux gris étaient dépeignés, sa chemise blanche, à demi ouverte, était sortie de sa culotte, si bien qu'elle pendait à sa taille comme une jupe. Le vieillard, naguère maigre, était devenu mince et musclé. Il avala une longue gorgée d'une chope fumante et secoua la tête. Apparemment, la guerre de Royal contre les montagnes n'avance pas d'un pouce. À chaque assaut contre une ville frontalière, les troupes de l'usurpateur feignent d'attaquer, puis se retirent. Il n'y a aucun effort concerté pour s'emparer du territoire qu'elles ont dévasté, qu'un rassemblement de troupes pour marcher sur Jampe. À quoi joue-t-il? Viens ici, je vais te montrer. Imbre quitta son manuscrit des yeux, l'air mi-amusé, mi-agacé. Je réfléchis sérieusement, et ce n'est pas dans ton lit que je trouverai la réponse que je cherche. La femme rejeta les couvertures, se leva et s'approcha sans bruit de la table. Elle se déplaçait comme un chat en chasse. Sa nudité n'était pas vulnérabilité, mais protection. Sa queue de guerrier s'était défaite, et ses longs cheveux lui tombaient en dessous des épaules. Elle n'était plus jeune, et, bien des années plus tôt, une épée avait laissé un sillon le long de ses côtes. Elle restait cependant belle à couper le souffle, redoutable, et pourtant féminine. Elle se pencha sur la carte à côté d'Imbre et pointa le doigt. Regarde ici, ici et ici. Si tu étais royal, pourquoi attaquerais-tu ces trois villes simultanément
avec des forces insuffisantes pour tenir l'une ou l'autre. Comme Imbre ne répondait rien, elle tapota un autre endroit de la carte. Aucune de ces attaques n'était inattendue. Les troupes montagnardes, massées ici, avaient été déroutées sur ces deux villages, tandis qu'une deuxième force se rendait au troisième. Tu vois maintenant où les troupes montagnardes ne se trouvaient pas, pendant ce temps? Mais il n'y a rien d'intéressant par là. Rien, en effet. Mais il existait là autrefois une route commerciale qui passait par le petit col, là, et qui continuait donc vers le cœur des montagnes. Elle est vide jambe, et, à cause de cela, ne sert plus guère aujourd'hui. La plupart des marchands cherchent des voies qui leur permettent de vendre et de commercer à Jampe comme dans les villes de moindre importance. Quelle valeur pour Royal? Cherche-t-il à s'en emparer? Non, on n'y a vu aucun mouvement de troupes. Où mène-t-elle? Aujourd'hui? Nulle part, sinon à quelques villages isolés. Mais c'est une excellente voie de déplacement pour une petite force qui voudra aller vite. Et où va-t-elle? Elle se perd dans la végétation, à Chichot. Elle tapota un nouveau point sur la carte. Mais elle conduirait notre hypothétique groupe de guerriers loin à l'intérieur des montagnes, à l'ouest de Jampe, bien au-delà de toutes les troupes qui patrouillent le long des frontières, et sans se faire remarquer. Mais quel serait son but? La femme haussa les épaules et sourit en voyant l'œil d'Imbre quitter la carte. Qui sait? Une tentative d'assassinat sur le roi Eyod? Un essai pour reprendre ce bâtard qu'on prétend se terrer dans les montagnes? À toi de me le dire. C'est davantage ta spécialité que la mienne. Empoisonner les puits de Jampe? Imbre blêmit soudain. Une semaine s'est déjà écoulée. Ils doivent être à pied d'œuvre. Il secoua la tête. Que faire? À ta place, j'enverrai un courrier rapide au roi Eyod, une jeune cavalière, l'avertir qu'il a peut-être des espions dans le dos. Oui, c'est sans doute le mieux, acquiesça Imbre. Une soudaine lassitude perçait dans sa voix. Où sont mes bottes? Du calme. La messagère est partie hier. Actuellement, les pisteurs du roi Eyod doivent déjà examiner la route en question. Ces pisteurs sont excellents, je peux te l'affirmer. Imbre la considéra d'un air pensif, qui n'avait rien à voir avec la nudité de la femme. Tu sais la qualité de ces pisteurs, mais ça ne t'a pas empêché d'envoyer une de tes propres cavalières sur le seuil même du roi pour le prévenir d'une missive écrite de ta propre main. Je ne voyais pas l'intérêt de faire attendre de telles nouvelles. Imbre lissa la courte barbe qui lui couvrait les joues. Quand je t'ai demandé ton aide, tu m'as répondu que tu travaillerais pour l'argent et non par patriotisme, que, pour une voleuse de chevaux, un côté de la frontière valait l'autre. Elle s'étira en faisant rouler ses épaules, puis elle vint se camper devant lui, les mains sur les hanches, dans une attitude de tranquille assurance. Ils avaient presque la même taille. Peut-être m'as-tu gagné à ta cause? Les yeux verts d'Imbre brillèrent comme ceux d'un félin en chasse. Ah oui? Fit-il d'un ton rêveur en se rapprochant d'elle. Je me réveillai en sursaut et me retournai plusieurs fois mal à l'aise. J'étais à la fois honteux d'avoir épié Imbre et envieux de lui. Je tisonnais mon feu et me recouchais en songeant que Molly, elle aussi, dormait seule, réchauffée seulement par la petite présence de notre fille contre elle. C'était un maigre réconfort, et je dormis mal le restant de la nuit. Quand je rouvris les yeux, un carré de soleil voilé tombait sur moi de la fenêtre démunie de volets. De mon feu ne restait que des cendres, mais il ne faisait pas très froid. À la lumière du jour, la salle où je me trouvais avait un aspect lugubre. J'allais jeter un coup d'œil dans la pièce voisine, à la recherche d'un escalier qui me mènerait aux étages supérieurs, où j'aurais une meilleure vue sur la cité. Mais je ne découvris que les vestiges branlants de marches de bois, sur lesquelles je n'osais pas me risquer, fût-ce pour une courte ascension. Il faisait aussi plus humide. Les murs et le sol glacé et moisi me rappelèrent les cachots de Castelserre. Je quittai la boutique pour me retrouver sous un soleil qui me parut presque chaud.
La neige tombée pendant la nuit fondait par plaques. J'ôtais mon bonnet pour laisser le vent attiédi jouer dans mes cheveux. Le printemps me souffla une partie de moi-même. L'air sentait le renouveau. Je m'étais attendu que le jour estompe les habitants fantômes de la ville. Mais non. La lumière paraissait au contraire leur donner plus de substance. La pierre noire aux veines d'une matière semblable à du quartz avait été largement employée dans la construction des murs, et il me suffisait d'en toucher le moindre morceau pour voir la vie s'éveiller autour de moi. Cependant, même lorsque mes doigts n'effleuraient rien, il me semblait encore distinguer des silhouettes, entendre le murmure de leur bavardage et percevoir le bruit de leurs pas. J'irai quelque temps à la recherche d'un bâtiment élevé et en bon état de conservation qui m'offrirait le point de vue que je désirais. De jour, la ville paraissait beaucoup plus délabrée que je ne l'avais cru. Des dômes s'étaient effondrés, et sur certains édifices couraient des fissures verdies de mousse. Chez d'autres, des pans entiers de murs s'étaient abattus, leurs salles ouvertes à tous les vents, et les rues à leurs pieds emplies de décombres que je devais franchir non sans difficulté. Rares parmi les plus élevés étaient les bâtiments totalement intacts, certains s'appuyant l'un contre l'autre, tels des ivrognes. Enfin, j'en aperçus un qui me parut correspondre à mes attentes. Il dressait sa haute flèche au-dessus de ses voisins, et je dirigeais mes pas dans sa direction. Une fois à son pied, je passai un moment à le contempler, me demandant s'il s'était agi d'un palais. De grands lions de pierre en gardaient l'escalier, et les murs extérieurs étaient de la même matière noire qui constitue apparemment le matériau de base de la cité. Mais des silhouettes humaines et animales y étaient fixées, toutes taillées dans une même pierre, blanche et luisante. L'austère contraste du noir et du blanc et la vaste échelle de ces représentations les rendaient presque écrasantes. Une géante tenait une charrue derrière un attelage de bœufs monstrueux. Une créature ailée, un dragon peut-être, occupait à elle seule un mur entier. Je gravis lentement les vastes degrés qui menaient à l'entrée, et il me parut alors que le murmure de la cité devenait plus fort et prenait une réalité plus obsédante. Un manuscrit à la main, un jeune homme souriant descendait rapidement les marches. Je m'écartai pour éviter de le heurter, mais, comme il passait près de moi, je ne perçus rien de son essence. Puis, je me retournai, interdit. Il avait les yeux jaune ambre. Les grandes portes étaient closes et verrouillées, mais leur bois si pourri qu'une petite poussée suffit à en arracher la serrure. Un des battants s'ouvrit tandis que l'autre s'effondrait, me sembla-t-il, avec soulagement. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur avant d'entrer. D'épaisses fenêtres couvertes de poussière et striées de coulures laissaient pénétrer la lumière du soleil d'hiver. Des grains de poudre de bois projetés par la porte démolie dansaient dans l'air. Je m'attendais presque à voir volter des chauves-souris, des pigeons, ou courir se cacher un ou deux rats. Mais rien. Pas même une vague odeur de tanière. À l'instar de la route, la cité écartait les animaux sauvages. Quand j'entrai, mes bottes soulevèrent légèrement la poussière qui couvrait le sol. Les lambeaux d'anciennes tapisseries pendaient au mur. Un banc de bois gisait écroulé dans un coin. Levant les yeux, je vis un plafond loin au-dessus de ma tête. À elle seule, cette salle aurait pu contenir les terrains d'exercice tout entiers de Castelserre, et je m'y sentais minuscule. Mais à l'autre bout, je distinguais le début d'un escalier de pierre qui s'élevait avant de se perdre dans l'obscurité. Alors que je m'y dirigeais, j'entendis des murmures affairés, et soudain, les degrés se peuplèrent de personnages à longues robes qui allaient et venaient. La plupart tenaient à la main des manuscrits ou d'autres documents, et leur ton indiquait la discussion d'affaires graves. Ils présentaient de subtiles différences avec les hommes dont j'avais l'habitude. Leurs yeux avaient une teinte trop vive, leur charpente était plus allongée. Tant, cela mis à part leur aspect restait ordinaire. Je supposais que la salle où je me trouvais avait dû abriter des débats juridiques ou législatifs. Seules de telles préoccupations pouvaient inscrire de tels plis sur tant de fronts, et une expression renfrognée sur tant de visages. Nombre de ces personnages, vêtus d'une robe jaune et de jaubières noires, arboraient un insigne en métal à l'épaule.
et je jugeais qu'il s'agissait de fonctionnaires. Comme je gravissais l'escalier, puis un suivant à partir du premier étage, le nombre de ces robes jaunes ne cessa d'augmenter. À chaque palier, de larges baies vitrées éclairaient plus ou moins les marches. Au premier, je ne vis que l'étage supérieur du bâtiment voisin. Au second, j'avais acquis un point de vue sur certains toits. Au troisième, j'ai dû traverser une salle pour accéder à un nouvel escalier. À en juger par la taille des fragments de tapisserie, cet étage avait dû présenter un aspect encore plus opulent que les précédents. Je commençais à percevoir des fantômes de meubles, en plus des occupants, comme si la magie s'affermissait. Je rasais les murs, répugnant à me laisser traverser par ces gens sans percevoir le moindre contact. Autre signe indubitable du caractère administratif du bâtiment, de nombreuses banquettes s'alignaient le long des murs, prévues pour recevoir ceux qui devaient attendre, et des scribes de petits rangs, assis à des tables, inscrivaient les renseignements tirés des documents qu'on leur présentait. Je gravis un nouvel escalier, mais me trouvai arraché momentanément à ma quête par la vision d'un immense vitrail, au-delà duquel se distinguait une vue dégagée de la ville. L'image représentée sur le vitrail était celle d'une femme et d'un dragon. Loin de s'opposer, ils paraissaient se parler. La femme avait les cheveux et les yeux noirs, et un bandeau rouge vif lui ceignait le front. Elle tenait un objet dans la main gauche, mais s'agissait-il d'une arme ou d'un bâton de fonction? Je n'étais pas en mesure de le dire. Le dragon, gigantesque, arborait un collier serti de joyaux, mais rien dans son port ni son attitude n'indiquait la domestication. De longues minutes, je demeurai en contemplation devant cette représentation dont la lumière avivait les teintes poussiéreuses, avant de pouvoir en détacher mon regard, percevant, me semblait-il, en elle une signification que je ne saisissais pas tout à fait. Enfin, je m'en détournai afin de pouvoir examiner la salle située au-dessus. Mieux éclairée que les autres, elle était de vastes dimensions et d'un seul tenant, quoique nettement plus petite que celle du rez-de-chaussée. De hautes fenêtres étroites, de verre blanc, alternaient avec des sections de murs, ornées de frises, où apparaissaient des scènes tant guerrières qu'agrestes. Bien qu'attiré par ces représentations, je n'en dirigeais pas moins résolument mes pas vers un nouvel escalier. Celui-ci, étroit, montait en colimaçon vers ce que j'espérais être la tour que j'avais aperçue de l'extérieur. Les esprits de la cité y paraissaient moins nombreux. L'ascension s'avéra plus raide et plus longue que je ne l'avais prévu, et, avant d'avoir atteint le sommet, j'avais déjà dégrafé manteau et chemise. Par intervalles, des ouvertures à peine plus larges que des meurtrières éclairaient les degrés en spirale. Près de l'une d'elles, une jeune femme se tenait contemplant la cité, une expression désespérée dans ses yeux lavandes. Elle avait un aspect si réel que je me surpris à lui demander pardon en la contournant. Elle ne me prêta nulle attention, naturellement, et, avec un frisson, j'eus à nouveau ce sentiment que c'était moi le spectre en ces lieux. L'escalier comptait quelques paliers, avec des portes qui donnaient sans doute sur d'autres salles. Mais elles étaient verrouillées, et le temps paraissait avoir œuvré là avec plus de miséricorde. L'air sec des niveaux supérieurs avait préservé le bois et le métal. Que se cachait-il derrière cette solidité que rien n'était venu entamer? Des trésors rutilants? Le savoir des millénaires écoulés? Des ossements en poussière? Aucun battant ne céda sous ma poussée, et, comme je poursuivais ma montée, j'espérais ne pas trouver au sommet, pour prix de mes efforts, une porte fermée à clé. La cité tout entière restait pour moi un mystère. L'animation spectrale dont elle grouillait formait un contraste absolu avec son complet abandon d'aujourd'hui. Je n'avais noté aucun signe de combat, et les seuls bouleversements que j'avais observés semblaient résulter des agitations profondes de la terre. Je passais devant de nouvelles portes verrouillées. Eda elle-même savait-elle ce qu'elle cachait? On ne ferme une porte à clé que si on a l'intention de revenir. Où s'en étaient-ils allés, ces gens qui occupaient encore leur ville sous forme de fantômes? Pourquoi cette ville au bord du fleuve avait-elle été abandonnée, et quand?
Les anciens y avaient-ils résidé? S'agissait-il de dragons que j'avais vus représentés sur les édifices et le vitrail? Certaines personnes adorent les énigmes. Moi, cela me donnait la migraine. En complément de la faim qui ne me lâchait pas et que je sentais croître depuis l'aurore. Je parvins enfin à la salle du sommet. Elle s'ouvrit autour de moi, ronde, avec un toit en dôme. Les murs étaient composés de 16 pans, dont 8 en verre, épais, sales et pleins de dégoulinures. Ils adoucissaient le soleil d'hiver qui les traversait, ce qui donnait à la pièce un aspect à la fois lumineux et opaque. Une des vitres était brisée, et les morceaux de verre gisaient tant à l'intérieur qu'au dehors de la salle, car un étroit parapet courait sur toute la circonférence extérieure de la tour. Une vaste table était abandonnée à demi effondrée au milieu du pavage. 2 hommes et 3 femmes, tous munis de baguettes, discutaient en gesticulant autour d'elle. Un des hommes paraissait très en colère. Je contournai la table et les fonctionnaires fantômes et gagnai une porte étroite qui, s'ouvrant sans difficulté, me donna accès à un balcon. Une balustrade en bois courait le long du parapet, mais je préférais ne pas m'y appuyer. Et, tout en oscillant entre l'étonnement et la peur de tomber, j'entrepris de faire le tour du beffroi. Au sud, une large vallée fluviale s'ouvrait. Dans le lointain apparaissait le liseré de mon bleu sombre qui soutenait le pâle ciel d'hiver. Le fleuve ondulait, comme un grand serpent léthargique dans la proche vallée où j'apercevais des villes au loin. De l'autre côté du fleuve, la vallée se poursuivait, vaste et verdoyante, parsemée de forêts épaisses et de fermes bien ordonnées qui surgissaient et disparaissaient tour à tour lorsque je secouais la tête pour me débarrasser les yeux des spectres. Je vis un large pont noir qui franchissait le cours d'eau et une route qui le prolongeait. Où menait-il? Brièvement, j'aperçus aussi des tours scintiller au loin. J'écartai ces fantômes et distinguai au loin un lac d'où s'élevait de la vapeur dans la lumière voilée du soleil. Vérité se trouvait-il dans ces parages? Je tournai mes regards vers le sud-est et j'écarquillai les yeux. Là, peut-être, se trouvait la réponse à certaines de mes questions. Toute une partie de la cité avait disparu, purement et simplement. On ne voyait ni ruines, ni déblais noircis par le feu. Rien qu'une vaste fracture ouverte dans la terre, comme si quelque géant y avait fiché un coin monstrueux. Le fleuve s'y était introduit telle une langue brillante pointant dans la cité. Des restes de bâtiments demeuraient accrochés au bord, tandis que des rues s'interrompaient brutalement au ras de l'eau. Des yeux, je suivis la gigantesque blessure de la terre. Malgré la distance, il était visible qu'elle se poursuivait au-delà du fleuve. La fissure destructrice s'était enfoncée telle une lance jusqu'au cœur de la cité. L'eau placide brillait comme de l'argent sous le ciel hivernal. Un brusque tremblement de terre avait-il anéanti la ville? Je secouai la tête. Non, il en demeurait une trop grande partie debout. La catastrophe avait sans nul doute été de grande ampleur, mais à mon sens, elle n'expliquait pas la mort de la cité. Lentement, je fis quelques pas vers le nord de la tour. La forêt d'édifices se dressa à mes pieds, et je distinguai au-delà des vignobles et des champs. Plus loin encore, une étendue boisée traversée par une route. Les montagnes se trouvaient à plusieurs jours de cheval. Je hochai pensivement la tête. Selon tous les points de repère que j'avais relevés, c'est par là que j'avais dû arriver. Et pourtant, je n'avais aucun souvenir du trajet. Je m'adossai au mur en me demandant que faire. Si Vérité était dans la cité, je ne percevais pas le moindre signe de sa présence. J'aurais voulu me rappeler pourquoi j'avais abandonné mes compagnons et quand. Rejoins-moi, rejoins-moi, soufflait une voix au fond de moi. Une lassitude écrasante s'emparait de moi et je n'avais plus qu'une envie, m'allonger sur place et mourir. J'essayais de me convaincre qu'il s'agissait de l'effet de l'écorce elfique, mais mon état évoquait davantage le contre-coup d'échecs trop souvent répétés. Je rentrai dans la salle pour m'abriter du vent glacé.
Comme je franchissais la fenêtre brisée, un bout de bois roula sous mon pied et faillit me faire tomber. M'étant ressaisi, je baissai les yeux et m'étonnai. Comment avais-je pu ne pas voir près de l'ouverture ces restes d'un petit feu? De la suie avait noirci une partie du verre encore accroché au cadre de la fenêtre. Je me baissai pour effleurer prudemment et examiner mon doigt. Il était noir. La suie n'était plus fraîche, mais elle ne datait pas de plus de quelques mois, sans quoi les intempéries de l'hiver l'eussent délavé. Je m'écartai et tentai de faire travailler mon esprit fatigué. Le feu était à base de bois, mais on y trouvait des branchettes prélevées sur des arbres ou des buissons. Quelqu'un s'était donné le mal de transporter des brindilles et des rameaux jusqu'en haut de cette tour pour allumer ce feu. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir utilisé des débris de la table? Et pourquoi monter si haut pour faire un feu? À cause de la vue? Je m'assis près des cendres et m'efforçai de réfléchir. Le fait de m'adosser au mur donna de la substance aux fantômes qui se querellaient. L'un d'eux cria quelque chose à un autre, puis traça une ligne imaginaire en travers de la table écroulée à l'aide de sa baguette. Une des femmes prit l'air buté, les bras croisés, tandis qu'une autre souriait d'un air froid en tapotant le bois du bout de sa baguette. En me traitant d'idiot, je me relevai d'un bond pour examiner les restes du meuble. À l'instant où je compris que j'avais une carte sous les yeux, je sus que c'était Vérité qui avait fait le feu. Un sourire béat m'étira les lèvres. Mais bien sûr, une tour à haute fenêtre qui dominait la ville et la campagne environnante. Et, au milieu de la salle, une vaste table sur laquelle reposait la carte. La plus étrange que j'eus jamais vue. Au lieu d'être dessinée sur du parchemin, elle était constituée d'argile qui reproduisait le relief du pays. Elle s'était brisée lorsque la table s'était effondrée, et on voyait que le fleuve était fait d'éclats brillants de verre noir. Des modèles réduits des bâtiments longeaient les routes tirées au cordeau, de minuscules fontaines étaient pleines d'éclats de verre bleu, et on avait même planté des baguettes aux feuilles de laine vertes pour figurer les plus grands arbres de la cité. Ça et là, de petits cristaux devaient présenter, je pense, les points cardinaux et leurs secteurs intermédiaires. Tout y était, même de petits cubes figurant les étals du marché. Malgré son état, la maquette ravissait l'œil par ses détails. Je souris, certain que quelques mois à peine après le retour de Vérité à Castelcer, il y aurait une table et une carte similaires dans sa tour d'art. Sans prêter attention aux fantômes, je me penchai sur elle pour refaire en sens inverse le chemin que j'avais suivi. Je localisais sans mal la tour où je me trouvais. Cette partie était malheureusement fort abîmée, mais je ne doutais pas de mon trajet, tandis que mes doigts suivaient la route que mes pieds avaient empruntée la nuit précédente. Une fois encore, je m'émerveillais de la rectitude des rues et de la précision avec laquelle elles se croisaient. Je ne me rappelais plus précisément où je m'étais éveillé, mais je fus en mesure d'en circonscrire avec certitude l'emplacement dans un quartier assez réduit de la ville. Mon regard revint à la tour, et je notai soigneusement le nombre de carrefours à franchir et de tournants à prendre pour revenir à mon point de départ. Une fois là, peut-être, en cherchant bien, découvrirais-je un indice qui réveillerait le souvenir des jours qui me manquaient. Je regrettais soudain de ne pas disposer d'un bout de parchemin et d'une plume pour dessiner les contours de la région environnante. Et c'est alors que l'intérêt du feu m'apparut brusquement. Vérité s'était servi d'un bout de bois charbonneux pour tracer sa carte. Mais sur quel support? Je promenais mes regards sur la salle, mais il n'y avait pas de tenture aux parois. En revanche, les murs qui séparaient les fenêtres étaient constitués de plaques de pierre blanche, avec des gravures qui... Je me levai pour y regarder de plus près, et là, je restais bouche bée. Je posai la main sur la pierre froide, jetai un coup d'œil par la vitre sale, puis je suivis du doigt le fleuve que je voyais au loin, et trouvai le tracé lisse de la route qui le franchissait. La vue qu'on avait de chaque ouverture était représentée sur le panneau qui l'abordait, avec de petits glyphes et symboles qui indiquaient peut-être le nom des villes ou des propriétés. J'essayai de nettoyer la vitre, mais la crasse se trouvait surtout à l'extérieur. La signification de la vitre brisée m'apparut soudain.
Vérité avait fracassé cette baie pour avoir une meilleure vue de la région qui s'étendait derrière. Puis il avait allumé un feu et employé l'extrémité brûlée d'un morceau de bois pour dessiner quelque chose, sans doute sur la carte qu'il avait emportée de Castelserre. Mais quoi? Je m'approchai de la fenêtre pour étudier les panneaux qui l'encadraient. Une main avait frotté celui de gauche en laissant une empreinte dans la poussière. J'appliquai ma propre main dans la trace de la paume de Vérité. Il avait nettoyé ce panneau, regardé par la fenêtre, puis copié quelque chose sur sa carte. Sans aucun doute, il s'agissait de sa destination. Les indications de la plaque de pierre correspondaient-elles avec les tracés de sa carte? En cet instant, je regrettais de ne pas avoir sur moi la copie de Ketriken pour comparer les deux représentations. Par la fenêtre, je voyais les montagnes au nord. C'était de là que j'étais venu. Je scrutais le panorama, puis m'efforçais de le rapporter au panneau près de moi. Les spectres tremblotants du passé ne m'aidaient guère. Un instant, je contemplais une région boisée. L'instant d'après, des vignobles et des champs. Le seul trait commun à ces deux visions restait le ruban noir d'une route qui s'en allait tout droit vers les montagnes. Du doigt, je suivis cette route sur le panneau jusqu'au piémont. Là, elle bifurquait, et des glyphes étaient inscrits dans la pierre. De plus, un petit éclat de cristal avait été serti là dans la plaque. Je me collai le nez au panneau et scrutai les symboles. Correspondaient-ils aux indications de la carte de Vérité? Ketriken les reconnaîtrait-elle? Je quittai la salle haute et me hâtai de descendre les escaliers, en passant à travers des fantômes qui paraissaient gagner en substance. J'entendais clairement leurs paroles à présent, et j'entreapercevais les tapisseries qui ornaient autrefois les murs, dont beaucoup représentaient des dragons. Les anciens? Demandai-je tout haut, et ma question se répercuta frémissante du haut en bas de l'escalier. Je cherchais un support sur quoi écrire. Les tapisseries n'étaient plus que des chiffons humides qui tombaient en lambeaux au moindre contact. Le peu de bois qui demeurait dans les salles était vieux et pourri. Je défonçai une porte qui donnait sur une pièce intérieure, espérant trouver quelque chose de bien conservé, et découvris des murs garnis de casiers en bois dont chacun contenait un manuscrit. Les parchemins semblaient substantiels, de même que les instruments posés sur la table au milieu de la pièce. Mais, au bout de mes doigts tâtonnants, je ne sentis que des fantômes de documents, secs et fragiles comme des cendres. J'aperçus un empilement de vélin neuf sur une étagère d'angle. J'écartai les débris désagrégés et mis finalement à jour un fragment utilisable dont la surface ne dépassait pas celle de mes deux mains. Il était raide et jauni, mais pouvait encore servir. Un lourd récipient de verre muni d'un bouchon contenait les restes d'encre desséchée. Le manche en bois des instruments d'écriture avait disparu, mais l'extrémité métallique avait survécu, et elle était assez longue pour que je puisse la tenir convenablement. Armé de ces accessoires, je remontai dans la salle à la carte. J'humectai l'encre avec de la salive, et je frottai le bec de la plume sur la pierre du pavage, jusqu'à ce qu'il eût retrouvé son brillant. Puis, je rallumai ce qui subsistait du feu de Vérité, car le ciel de l'après-midi se couvrait, et la lumière qui tombait par les fenêtres sales baissait. Je m'agenouillai devant le panneau que la main de Vérité avait nettoyé, et reportai sur le cuir raidi tout ce que je pouvais du tracé de la route, des montagnes, et des autres caractéristiques de la représentation. Avec difficulté, j'observai les glyphes minuscules, et en copiai autant que je le pus sur le vélin. Peut-être qu'Etriken saurait-elle en tirer quelque chose. Peut-être, en comparant mes dessins maladroits avec la carte qu'elle détenait, découvririons-nous quelques traits communs entre eux. De toute façon, je ne pouvais espérer mieux. Le soleil se couchait, et mon feu n'était plus que braise quand j'achevai ma tâche. J'examinais mes gribouillages d'un air lugubre. Mon travail n'aurait ébloui ni Vérité, ni Gerpu. Mais il faudrait bien s'en satisfaire. Quand je fus certain que l'encre était sèche, je glissai le vélin sous ma chemise, ne tenant pas à ce que la pluie ni la neige brouillent mes dessins. La nuit tombait quand je quittai la tour. Mes compagnons fantômes avaient regagné depuis longtemps leur foyer pour dîner. Dans les rues, des foules de gens rentraient chez eux ou sortaient pour quelque réjouissance vespérale. Je me glissai entre elles
et passait devant des auberges et des tavernes d'où la lumière et des voix joyeuses paraissaient jaillir à flots. Pour moi, il était de plus en plus difficile de distinguer la réalité des rues désertes et des bâtiments abandonnés, et particulièrement pénible de longer, le ventre grondant et la gorge sèche, des auberges où des spectres s'empiffraient et se congratulaient joyeusement. Mes projets étaient simples. Je comptais descendre jusqu'au fleuve et m'y désaltérer, après quoi je ferais mon possible pour retourner au premier quartier de la cité dont j'avais le souvenir. Là, je trouverai un abri pour la nuit, et, au matin, je prendrai la direction des montagnes. J'espérais stimuler ma mémoire en suivant le chemin que j'avais sans doute emprunté pour venir. J'étais en train de boire, à genoux, au bord de l'eau glacée, appuyé d'une main sur le pavé, quand le dragon apparut. Du ciel, jusque-là vide, tomba une lumière dorée, puis j'entendis le bruit de vastes ailes qui battaient tel celui, ombrissant, d'un faisan en plein vol. Autour de moi, les gens crièrent, certains de surprise et d'effroi, d'autres de ravissement. La créature fondit vers nous, puis se mit à décrire des cercles près du sol. Sous le vent de son passage, les bateaux tanguèrent et le fleuve se couvrit de rides. Elle effectua un dernier cercle, puis plongea brusquement dans l'eau, où elle s'immergea entièrement. La lumière dorée qui émanait d'elle s'éteignit, et la nuit n'en parut plus que noire. Par réflexe, je me rejetai en arrière pour éviter la vague fantôme qui bondit vers la rive, lorsque le fleuve absorba le gigantesque plongeon du dragon. Alentour, les gens observaient l'eau avec l'air d'attendre quelque chose, et je suivis leur regard. Tout d'abord, je ne vis rien. Puis l'onde s'ouvrit et une immense tête en émergea. L'eau qui en ruisselait courait, scintillante, le long du cou serpentin et doré qui apparut ensuite. Tous les contes que j'avais pu entendre décrivaient les dragons comme des vers, des lézards ou des serpents. Mais, en voyant celui-ci surgir du fleuve et déployer ses ailes dégoulinantes, je me pris à songer à un oiseau. Des images de cormorans gracieux s'élevant de la mer, après avoir plongé pour attraper un poisson, de faisans au plumage vivement coloré, me vinrent à l'esprit devant l'immersion de la formidable créature rivalisant en taille avec les navires du port, son envergure géante, ridiculisant leur voilure. Le monstre, enfin, s'arrêta sur la berge et débarrassa ses ailes écailleuses d'une pluie de gouttelettes. Le terme écaille ne rendait d'ailleurs pas justice aux plaques chamarrées qui la recouvraient. Celui de plume impliquant quant à lui une notion trop aérienne. Seule une plume faite d'or délicatement martelée aurait peut-être évoqué un peinage proche de celui du dragon. Sans me prêter la moindre attention, la créature sortit du fleuve, si près de moi, pétrifiée de plaisir et d'émerveillant que, si elle avait été réelle, j'aurais été trempé par l'eau qui ruisselait encore de ses ailes déployées. Chaque goutte qui retombait portant le chatoiement caractéristique de la magie pure. Le dragon fit une nouvelle halte sur la rive. Les griffes de ses 4 grandes pattes profondément enfoncées dans la terre humide, puis il replia soigneusement ses ailes et nettoya sa longue queue fourchue. Je baignais dans la lumière dorée qui illuminait la foule de plus en plus considérable. Alors, je détournai les yeux du dragon pour regarder les gens qui m'entouraient. Une expression de bonheur et de profonde déférence éclairait leur visage. Avec les yeux brillants d'un gerfaut et le port d'un étalon, le dragon se dirigea vers eux. La presse s'ouvrit devant lui en murmurant des compliments empreints d'un très profond respect. Un ancien, fis-je tout haut. Le suivant, sans quitter du bout des doigts les murs des bâtiments, emporté dans le mouvement de la cohue extasiée, tandis qu'à pas lents et solennels, le dragon remontait la rue. En grand nombre, des gens se déversaient des tavernes, ajoutant leurs louanges à celles de la foule suivant pas à pas la progression de l'animal fabuleux. Manifestement, l'événement était d'importance, et moi-même, j'ignorais ce que j'espérais découvrir en restant sur ses talons. À vrai dire, je crois n'avoir obéi alors à aucune idée particulière, sinon celle de suivre cette immense et charismatique créature.
Je comprenais en tout cas à présent la raison de l'exceptionnelle largeur des artères principales de la cité. Comme le dragon s'arrêtait devant un vaste bassin de pierre, les gens se bousculèrent pour avoir l'honneur de manier une sorte de treuil. Accrochés à une chaîne en boucle, des seaux s'élevèrent les uns après les autres pour le remplir en déversant leur contenu de magie liquide. Quand il fut plein à ras-bord du fluide chatoyant, l'ancien courba gracieusement le cou et but. C'était peut-être de l'art fantôme qui l'absorbait, mais cette vision n'en réveilla pas moins chez moi une vieille soif insidieuse. À 2 reprises encore, le bassin fut rempli, et à 2 reprises, l'ancien le vida avant de poursuivre sa route. Je lui emboîtai le pas, fasciné par le spectacle dont je venais d'être témoin. Soudain apparut devant nous la vaste fracture qui défigurait la forme symétrique de la cité. J'accompagnai la procession jusqu'au bord, et là je vis tous ceux qui m'entouraient, hommes, femmes et anciens, disparaître à mesure qu'ils s'avançaient d'un pas insouciant dans le vide. Bientôt, je me retrouvai seul sur la berge de la crevasse béante, et n'entendis plus que le vent qui murmurait en frôlant l'eau immobile dans les profondeurs. Les étoiles apparaissaient dans de rares trouées du ciel chargé et se reflétaient sur l'onde noire. Les secrets que j'aurais pu apprendre sur les anciens s'étaient engloutis depuis longtemps dans le cataclysme. À pas lents, je m'éloignais en me demandant en quel monde appartenait l'ancien et pour quelle raison. Le revoyant boire le pouvoir d'argent miroitant comme je l'avais vu, je frémis à nouveau. Il me fallut quelque temps pour revenir jusqu'au fleuve. Là, je me concentrai pour me rappeler ce que j'avais vu sur la carte. La faim creusait en moi une sphère qui me rongeait les côtes, mais je refusais d'y prêter attention et m'engageais dans les rues de la cité. Par un effort de volonté, je parvins à traverser une foule d'ombres braillantes et agitées, mais la résolution me manqua quand la garde municipale chargea, montée sur ses énormes chevaux. Je me plaquai d'un bond contre un mur et fis la grimace en entendant les impacts des gourdins. Si irréelle fut-elle, je fus soulagé de laisser derrière moi la bruyante échauffourée. Je pris à droite dans une rue un peu plus étroite que les autres et passai 3 nouveaux carrefours. Soudain, je m'arrêtai. C'était ici. Je reconnaissais la place où je m'étais retrouvé la veille à genoux dans la neige, et là, ce pilier érigé au milieu. Je me rappelais en effet une espèce de monument, de sculpture qui se dressait au-dessus de moi. Je m'en approchai. Lui aussi était taillé dans cette roche noire et veinée de cristal scintillant que l'on retrouvait partout dans la cité. À mes yeux fatigués, il paraissait émettre la même mystérieuse lumière, qui n'en était pas une, que les bâtiments. La lueur soulignait les symboles profondément gravés dans la surface de ses flancs. Je fis lentement le tour du pilier. Certains glyphes, j'en étais sûr, m'étaient familiers et ressemblaient peut-être à ceux que j'avais copiés plus tôt. Cet objet était-il donc un poteau indicateur sur lequel étaient portées des destinations qui correspondaient aux différents points de la boussole? Du bout des doigts, je suivis un des symboles qu'il me semblait reconnaître. La nuit se repliait sur moi, et une houle de vertige me submergea. Je voulus m'agripper à la colonne pour ne pas tomber, mais je la manquai, et, déséquilibré, fis quelques pas trébuchants. Mes mains tendues ne trouvaient rien à quoi s'accrocher, et je m'affalai à plat ventre dans la neige durcie par le froid. Je restai un moment étendu à terre, la joue contre la route glacée, à cligner inutilement des yeux pour percer les ténèbres. Puis, quelque chose de chaud et de compact atterrit sur mon dos. « Mon frère !» s'exclama Œil de Nuit d'un ton joyeux. Il poussa son museau froid contre mon visage et me gratta la tête d'une patte pour me réveiller. « Je savais que tu reviendrais. Je le savais !»